Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous savez que le jeudi, c'est un jeudi politique sur l'antenne de Sud Radio et j'ai la chance de recevoir tous les jeudis des députés ou des sénateurs. Et là, 3 députés nous ont rejoints, ont quitté l'Assemblée nationale où les débats ont repris d'ailleurs sur la réforme des retraites. 3 députés. Carl Olive qui est député Renaissance des Yvelines, bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Merci d'être avec nous. Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, bonjour. Et Stéphane Viry qui est député LR des Vosges, bonjour. Bien, nous allons faire le point sur cette réforme. Les amendements, où est-ce qu'on en est? Parce que je vois, depuis hier soir, des amendements ont été retirés. Bon, à Renaissance, on n'avait pas retiré d'amendements. On n'a pas retiré d'amendements. Et vous voyez, en même temps, je vous parle, Monsieur Bourdin, je regarde justement à combien on en est en direct. Je vais pouvoir vous le dire là. Ah bah, vous allez me le dire alors. Oui. Bon, bah, c'est très bien, très bien. Aurélien Taché, les écologistes ont retiré. Nous, on a tout retiré déjà. Vous avez tout retiré depuis mardi. Enfin, on en a laissé une quinzaine parce que quand même, il y a des sujets importants sur lesquels, mais vraiment de quoi faire avancer le débat. Et puis après, au sein de la NUPES, vous voyez que des milliers d'amendements sont retirés. Les communistes ont retiré tous leurs amendements. Il n'y a plus que la France Insoumise qui a laissé quand même encore beaucoup d'amendements. 10 775. Voilà. 10 775. À LR, vous avez retiré des amendements ou quoi? Non, parce qu'on n'en avait déjà pas déposé tant que ça, des amendements plutôt efficaces, et puis on n'est pas forcément sur les articles concernés. Il s'agit de retirer des amendements sur l'article post-article 2 pour nous permettre d'aller à l'article 7. Voilà. Et nous ne sommes pas directement concernés sur les 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que les 10 700, ce sont quoi? Il y a 10 000 amendements de la France Insoumise? Le dossier, effectivement, est dans la main de la France Insoumise. C'est à eux, effectivement, de savoir s'ils permettent ou pas à l'Assemblée de s'exprimer sur cet article 7. C'est la France Insoumise qui va décider. J'apporterai une petite correction. C'est vrai que c'est la France Insoumise qui en a le plus, et ils en retirent de manière perlée, comme on dit, depuis quelques jours. Bon, très bien. Il y a aussi beaucoup d'amendements qui sont dits défendus, donc ça va plus vite. Mais je remarque quand même que quand on en a retiré énormément au moment de l'article 2, la majorité n'a pas vraiment accéléré les débats. Et au contraire, même, les interventions se multipliaient. Donc moi, ma crainte, c'est que, ok, très bien, il faut voir ce qu'on fait, nous, sur les amendements, enfin, la NUPES, mais c'est que même si ça se faisait, est-ce que la majorité a vraiment envie de débattre de l'article 7? Moi, j'ai un doute. Ah oui. Non seulement, je me permets, non seulement on veut aller à l'article 7, on veut débattre sur l'article 7, parce que ce projet de loi reste malgré tout un projet de loi au moment où on se parle, qui peut être ajusté, qui peut être façonné, qui peut être complété avec des amendements pragmatiques. Alors certains, le collègue Stéphane Viry en font partie, Monsieur Taché également. Mais très honnêtement, quand on voit un certain nombre d'amendements déposés par les collègues de la France Insoumise, enfin excusez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule. Les Verts, Madame Rousseau, l'index salade verte. On a un index où le corps, je cite, le corps dit que globalement les retraites sont financées jusqu'en 2030, et le collègue dit puisque c'est 2030, on met un amendement 2031. Et puis un deuxième amendement 2032, et puis un troisième amendement 2033, jusqu'à 2130. C'est du foutage de gueule. Mais vraiment, la majorité présidentielle ne souhaite qu'une chose, c'est que demain, on puisse aller voter. Je fais le tour de table. 7. Vous souhaitez demain une discussion sur l'article 7 et un vote sur l'article 7. Exactement. Bien. Vous souhaitez une discussion et un vote sur l'article 7, Tout à fait. Moi, je veux que quand on sorte de cette séquence, les Français sachent qui a voté quoi. C'est ça me paraît bien. Oui. Et vous aussi, l'article 7 et l'article 8, parce que l'article 8, c'est l'article sur les 43 années d'annuité et les carrières longues, et qui pour nous est un préalable à beaucoup de choses. Pour vous, on a toujours privilégié effectivement cette idée de la durée d'annuité, l'âge légal, de façon un peu supplétive. Donc pour nous, l'article 8, on souhaite également qu'il soit évoqué, parce qu'il va conditionner un certain nombre de prises de position parmi mes collègues. Alors nous verrons. Alors deuxième événement, le Rassemblement national qui a déposé peu d'amendements, il faut le préciser, autour de cette réforme des retraites, fait un petit coup politique en déposant une motion de censure qui sera discutée demain 17h30, je crois. Elle ne peut pas l'être. C'est un coup politique ou pas? C'est quoi? Quel est l'objectif selon vous? C'est un non-événement. Stéphane Viry, non-événement? Non, c'est un non-événement. Oui. On peut le qualifier de coup politique, je pense que c'est lui faire trop d'honneur. Bon. Alors,
Je suis d'accord, c'est des tentatives de diversion pour montrer que le Rassemblement national, qui ne s'est pas véritablement opposé à cette réforme, qui a plutôt laissé la NUP faire le travail, parce que effectivement le mouvement social, ça n'a jamais été leur truc, donc on les a pas vus dans les manifs. L'Assemblée nationale, visiblement, on les a pas vus, ça n'a pas l'air de les intéresser beaucoup non plus, parce qu'ils ils ont déposé quelques dizaines d'amendements seulement. Donc on a une opposition de façade du côté du Rassemblement national. Donc de temps en temps, ils font une petite motion référendaire, une petite motion pour montrer que si finalement ils seraient pour la retraite à 60 ans. Vous voterez ou pas? Ils expliquent jamais comment ils la financent. Ils ont un projet. Vous la voterez ou pas? Non, moi je suis cohérent. J'ai toujours dit que je ne touchais pas à ce qui venait du Rassemblement national. Je continuerai sur cette ligne. Donc elle sera repoussée évidemment. Bien, voilà, c'est le deuxième petit événement. Après, peut-être un mot sur les amendements. Effectivement, ils sont excessifs de la part de la NUPES. Je le déplore, mais à tout le moins, ils montrent en creux l'impréparation sociétale de cette réforme. La question des retraites, elle dépasse largement des questions techniques ou financières. C'est notre cohésion sociale, c'est notre modèle économique et social, et probablement fallait-il, en amont, que la France se regarde sur sa situation à l'égard du travail. Puisque notre système de retraite est financé par de la cotisation sociale, on en est où par rapport à la durée du temps de travail, par rapport à la taxation éventuellement de l'intelligence artificielle? Moi, je déplore effectivement que le gouvernement, alors qu'il sait faire des Ségur, des Grenelles, des conventions citoyennes, des CNR, qu'il ne se soit pas donné la peine pendant quelques mois de nous permettre à tous de regarder la question et peut-être de trouver une réponse qui aurait pu être peut-être convergente sur la question du financement de notre protection sociale. Parce qu'on parle des retraites, mais on pourrait parler de l'autonomie et des autres branches. Je vais entrer dans le texte, parce que c'est vrai qu'on n'entre pas suffisamment, me semble-t-il, dans le texte, dans notre débat. Mais avant d'entrer dans le texte, je voudrais parler de cette journée de mobilisation. Il y a une nouvelle journée de mobilisation. Ce jeudi, c'est la 5e mobilisation et grève. Peut-être un peu moins de monde, nous verrons bien. Hein. Je ne vais pas faire de prévision, je n'aime pas le journalisme météo, mais la journée annoncée comme la journée forte, c'est celle du 7 mars. Et les syndicats n'ont pas encore dit, les syndicats unis, toujours unis, n'ont pas encore dit ce qu'ils feraient après le 7 mars. Est-ce qu'il y aura grève reconductible ou pas? Vous êtes favorable à une grève reconductible ou pas? Je suis. Moi, je ne suis pas dirigeant syndical. Non, mais d'accord. Mais en tout cas, si le mouvement social le décide, ils me trouveront à leur côté. Ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est à eux de décider les formes de la mobilisation. C'est une solution, bloquer le pays ou pas? Il faut que l'opposition très 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 majoritaire à cette réforme dans ce pays soit entendue. Moi, mon rôle, c'est de le faire savoir au Parlement. Le rôle des syndicats, c'est de le faire savoir dans la rue, dans le mouvement social. S'ils décident qu'il faut faire une grève reconductible parce que véritablement, on a 90% des Français qui sont contre et que le seul moyen que le gouvernement entende, c'est de faire ça, moi, je serai à leur côté. Est-ce que vous pensez que le gouvernement réfléchit encore au retrait de sa réforme? Franchement, vous demandez toujours le retrait de la réforme. Est-ce que vous pensez que le gouvernement y réfléchit encore? Si je vous disais que je pensais que la psychologie du président de la République était adaptée à retirer une réforme de ce type-là, je vous mentirais. Néanmoins, si le pays est vraiment trop fracturé, trop traumatisé sur le plan social, parce qu'il y a quand même un vrai traumatisme dans ce pays. On a les services publics de santé qui s'effondrent, on a les prix de l'énergie qui explosent, on a un pays fatigué. Et si véritablement les Français, qui sont rarement, majoritairement pour une France à l'arrêt, un blocage total, comme vous le dites, là, aujourd'hui, ils le sont, vivent ça de manière trop violente, j'ose imaginer que le père de la nation, c'est lui, Emmanuel Macron, saura entendre un peu quand même quelque chose. Carl Olive. D'abord, deux choses sur ce que disait le collègue Stéphane Viry. Il n'y a jamais de bon moment finalement quand on met en place une réforme qui de toute façon sur le papier, un peu comme dans le sport, on sait avant le début du match que ça va être très compliqué et que c'est impopulaire. Et pour autant, on fait la démonstration à tout le moins qu'il faut être courageux pour continuer à avoir une retraite par répartition qui repose sur deux piliers, la solidarité et le travail. Et d'ailleurs, la droite républicaine, et c'est absolument pas un reproche, a eu le courage, fut un temps, de pouvoir s'essuyer, en tout cas tenter de pouvoir mettre en place une réforme sur les retraites. Ça s'est pas bien passé parce qu'on sait que c'est compliqué. Il est évident que en 1981, quand M. Mitterrand décide de passer de 65 ans à 60 ans, il y a moins de difficultés qu'au début des années 90, quand on décide de passer de 39 heures hebdomadaires au travail
à 35 heures, c'est beaucoup moins compliqué. Mais on en voit aujourd'hui les limites. Aujourd'hui, il faut écouter, il faut continuer à écouter ce qui se passe sur le terrain. Et moi, je suis pas de ceux qui sautent au plafond ou qui se met à avoir mal au rotule parce qu'il y a une manifestation qui est plus ou moins réussie. Moi, je suis heureux de voir que les manifestations, se passent bien. Je fais toujours un clin d'œil, Monsieur Bourdin, en pensant à mes anciens collègues maires, aux collègues maires qui mettent en place ce qu'on appelle des services minimums d'accueil pour accueillir nos enfants dans les écoles, parce que ça, c'est pas rien. Donc bravo et merci. Enfin, c'était avant le premier tour, et que cet âge repoussé, personne n'a été pris à défaut. Qu'on le partage pas, mais personne n'a été pris à défaut. Derrière, il y a des choses à ajuster. Ce dont parlait Monsieur Viry, le 43-44, les 43 annuités, 44 annuités avant. Je vais vous en parler. C'est des choses qu'on doit pouvoir entendre. Oui, sur l'index senior, par exemple, Monsieur Bourdin, puisqu'on parlait si on tire la pelote sur le travail, la valeur travail, elle est ancrée aujourd'hui sur ce que nous souhaitons faire. Valeur travail sur la réforme de l'assurance chômage. Beaucoup en parlaient, peu l'ont fait. Aujourd'hui sur la retraite, demain sur la réforme des structures professionnelles, d'écoles de professionnels. On a un sujet sur effectivement la valeur travail dans ce pays. Bien, nous allons entrer donc dans le texte dans 2 minutes, puisqu'il y a une première pause à observer. Il est 11h13, à tout de suite, merci. Bien, 11h16, parlons de la réforme des retraites. 3 invités, Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, et Stéphane Viry, député LR des Vosges. Alors, au cours de la discussion, nous avons remarqué, quand on est un peu attentif aux choses, beaucoup de contradictions, d'évolutions, mais c'est normal, hein, dans toute discussion sur un régime des retraites. Tiens, je me suis amusé. Stéphane Viry, en 2021, vous défendiez un index senior. Aujourd'hui, vous êtes opposé à cet index senior. Oh non, c'est pas vrai, ça ? En 2021, je proposais parmi les mesures pour la question de l'emploi des seniors dans notre pays, un index senior parmi 32 mesures. Oui. Là, effectivement, je trouve que la proposition du gouvernement est indécente, voire indigente, de dire que sur la question du taux d'emploi des seniors, qui est capital, de nous mettre vraiment sur nos pupitres que l'index. Je trouve pas ça crédible, je trouve pas ça constitutif d'une politique publique. Vous avez évolué, mais ça arrive. Hein, mais écoutez, et d'ailleurs dans mes prises de parole en hémicycle, je l'ai dit, je l'ai dénoncé, et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas effectivement cautionner, à mon avis, ce qui est un leurre. Le gouvernement dit, vous avez vu, je m'en occupe. Non, il s'en occupe pas, il passe à travers. Je ne voulais donc pas apporter ma voix sur un article qui, à mon avis, n'apporte rien, à part une contrainte pour certaines entreprises. Alors, d'autres contradictions, Aurélien Taché, vous aussi, puisqu'en 2019, vous souteniez la précédente réforme d'Emmanuel Macron, voulue par Emmanuel Macron. Il faut dire qu'elle était, attention, elle était systémique. Hein, on changeait de système. C'est pour ça que vous la souteniez ? Je soutenais effectivement l'idée d'un régime universel tel que le défend Laurent Berger de la CFDT. Oui, voilà, tout à fait. Parce que effectivement, je pense que c'est d'ailleurs pas mal. Un régime juste. En revanche, déjà à l'époque, j'apportais une nuance sur cette fameuse notion d'âge pivot de 64 ans qui était portée par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui avait un peu mis sa patte sur cette réforme avec cette mesure-là, qui pour moi était justement très problématique, puisqu'on était déjà sur un recul de l'âge légal. Donc je n'ai pas varié sur ce point-là. Je me rappelle d'un président de la République en 2017 que j'avais soutenu, qui disait qu'il ne repousserait jamais l'âge légal de départ à la retraite. Oui, parce que vous souteniez, vous étiez député... LREM à l'époque, hein, Aurélien Taché. Tout à fait. Bon, alors regardons, les contradictions aussi chez ceux qui défendent la réforme. Moi, je ne comprends pas très bien, et vous allez me dire, Carl Olive, les fameux 1200 € bruts. Je dis bien brut. J'ai tout entendu de la part du gouvernement. Alors, ça concernait au départ 2 millions de personnes, puis ça a concerné quelques centaines de milliers, et puis on en est à 40 000 maintenant. C'est bien cela, Carl Olive, hein ? C'est ça. C'est ça, oui. Alors, mais on nous a mené en bateau, quoi. Non, mais Jean-Jacques Bourdin, mais on peut reconnaître qu'on n'a pas suffisamment été clair, explicite sur la verbalisation de cette mesure, comme d'ailleurs sur, je le dis, il faut qu'on balaye aussi nous dans notre porte, certainement, où on a eu, à mon sens, un tort pendant quelques semaines, c'est de systématiquement répondre aux oppositions et notamment à LFI, plutôt que de parler aux Français. Ça, c'est le ressenti que moi je peux avoir sur ce sujet. Mais ça, c'est de la com, ça. C'est de la communication. Oui, c'est de la communication, mais c'est important de le faire savoir. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Jean-Jacques Bourdin. Mais ça, vous avez raison. Sur ce que vous me dites, ce que je vous dis, là, sur les 800 000 nouveaux retraités, 200 000 pensions revalorisées, dont un tiers auront une pension revalorisée à plus de 70 € par mois. Donc un tiers de 200 000 ? Un tiers de 100 000. 40 000 personnes de plus chaque année pour passer le cap des 85% du SMIC. Voilà.
C'est 40 000 personnes de plus chaque année. Moi, je trouve important que vous disiez, Carl Olive, qu'effectivement, il faut balayer ce porte-à-porte et faire de la communication, parce que vous imaginez quand même ces centaines de milliers de Français là qui croyaient qu'à la fin de l'année, ils allaient toucher leur retraite et qu'ils allaient avoir 1 200 €, les plus pauvres d'entre eux, les plus modestes d'entre eux, l'espoir créé et l'espoir déçu. Et ça, en politique, dans un pays déjà traumatisé, c'est quelque chose qui est quand même très grave. Alors, je vous le dis ce matin, et je salue cela, mais véritablement, je trouve quand même que le gouvernement, on nous a vanté Madame Borne comme une grande technicienne, Monsieur Dussopt, qui était vraiment le ministre en pointe sur cette réforme, aucun n'a été capable d'expliquer clairement aux Français sur cette mesure-là. Et il y a beaucoup d'espoir sur cette mesure. Il y avait de l'espoir pour certains et certaines Français. C'était un peu la contrepartie de l'âge légal. Bon, pour moi, ça ne change rien au fait que la réforme est mauvaise. Mais sur cette mesure-là, il y avait de l'espoir. Et là, il y a de l'espoir déçu. Et ça, ce sera encore plus difficile pour nous quand on va retourner sur le terrain auprès des Français. Monsieur Taché, il n'en demeure pas moins que malgré tout, l'ensemble ou presque des pensions sont revalorisées. Je le regarde, 1,8 million de retraités actuels vont voir leur pension revalorisée. La moitié auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 €. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est rien, mais c'est parce que c'est pas rien, c'est du pouvoir d'achat. Voilà. C'était pas la promesse initiale, quand même. C'était la présentation initiale. C'était pas la présentation initiale. C'est pour ça que je dis clairement les choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à corriger les choses quand on doit corriger les choses. Qu'en pensez-vous sur ces fameux 1 200 €? C'était une des conditions. Brut, hein, je dis toujours brut parce que ça représente. C'était une des conditions posées par. Et quelques nets. C'est une des conditions posées par le groupe Les Républicains pour soutenir le cas échéant la réforme. Je me souviens. Et en décembre, au terme des discussions avec le gouvernement, nous avions effectivement le sentiment que le point avait été pris et que ces 1 200 € bruts bénéficieraient non seulement à tous les nouveaux entrants, c'est-à-dire aux futurs retraités, mais qu'il y aurait également un effet de rattrapage à l'égard des pensionnés actuels. On s'aperçoit là que le compte n'y est pas, ce qui peut justifier en partie les positions de vote totalement incertaines et totalement diversifiées de collègues LR par rapport à l'issue de la réforme. Tiens, je vous pose la question. Où est-ce que vous en êtes à LR? Où est-ce que vous êtes? Qui va voter? Vous êtes 61 députés. 61 réponses. Ah bon? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire il y aura tant de députés. Non. Je reçois demain, je le signale, je reçois Aurélien Pradier à 10h30 demain. Ça va être intéressant parce qu'il est un peu l'un des pivots. Il va pas la voter, lui. Il va la voter ou pas? Il est effectivement un de ceux qui considèrent que la question... Il va s'abstenir ou il va... Il vous répondra, je ne sais pas réellement. Il y a beaucoup de discussions entre nous. Il y a effectivement la volonté des responsables du groupe et du parti de Vous n'écoutez pas votre chef, entre guillemets, Éric Ciotti, on l'écoute. Stéphane Viry. On l'écoute. Après, vous savez, un député est un homme libre, un député est un homme de territoire, est un homme qui a été élu par une circonscription, et la Constitution nous demande effectivement d'avoir des comptes à rendre en tant que représentant de la nation et pas en tant que représentant de parti politique. Alors on est de droite. À cet instant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas si vous la voterez. Ma position, en fait, n'a pas changé depuis la première heure des débats parlementaires. Oui. J'ai déposé des amendements parce que je considère que ce projet de loi, qui n'est pas le mien, il faut le rectifier, il faut le corriger. Oui. Il manque de justice, il manque de réponse sur un certain nombre de paramètres dont on pourra peut-être revenir. Pour le moment, on en est à peine à l'article 2. Oui. Je prendrai ma décision. Vous êtes à l'article 3 même maintenant. L'article 3 peut-être, mais globalement, par rapport à tous les articles, je prendrai ma décision au terme des débats. Si j'ai le sentiment que j'ai réussi à rectifier ce projet de loi qui va dans la direction de consolider notre système de retraite par répartition, parce que je considère qu'on ne peut pas échapper à une réforme. Il faut dire la vérité aux Français. Il y a effectivement des paramètres démographiques, des paramètres d'équilibre financier qui exigent qu'on traite la question. Mais la question, on ne peut pas la traiter uniquement sur un prisme budgétaire. C'est aussi une question comment dirais-je, une question sociale. Notre système de retraite, cette répartition, elle tient compte de beaucoup de choses. Donc moi, j'attends de voir effectivement l'évolution du texte, qui n'est pas le mien. Si d'aventure, il y a un certain nombre d'éléments qui me paraissent être utiles pour les Français, je vais y venir. Notamment la durée de cotisation, et puis les carrières longues, et la pénibilité au travail. Toutes ces questions-là qui sont importantes. Stéphane Viry, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas choisi, vous pourriez voter contre? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Donc vous êtes soit pour, soit abstention, soit contre. Abstention, je ne me vois pas ne pas participer. Sur un sujet comme celui-ci. Sur un sujet comme celui-ci, l'abstention, je la respecte. Des collègues voteront probablement peut-être par abstention. Je respecte ce vote.
c'est pas un non-choix, c'est pas une preuve de lâcheté. Donc je respecte l'abstention, parce que parfois dans l'opinion publique, on considère que c'est pas bien. Si, parfois effectivement, on n'est pas d'accord, donc on veut pas voter pour, mais on n'est pas forcément dans le désaccord. L'abstention, ça a un sens. Sur un texte comme celui-ci, je considère effectivement qu'il faut être soit pour, soit contre. Je me vois pas être au milieu du guet. Le vote est loin d'être acquis, hein, Carl Olive. Oui. Alors, imaginons que cette retraite, que le vote soit un vote négatif. Il se passe quoi ? Je n'imagine pas cela, en toute humilité. Il faut entendre, écouter, convaincre. Je suis juste, moi, un tout petit peu frustré. Je suis pas certain que Stéphane Viry soit convaincu pour l'instant. Monsieur Bourdin, je suis juste un tout petit peu frustré. Moi, je viens de la famille des Républicains et au cours des 3 dernières séquences présidentielles, le sujet des retraites était une des pierres angulaires de l'ensemble des candidats qui se sont présentés pour la famille républicaine. Et entendre aujourd'hui que non, finalement, on va voter contre. Voilà, je trouve que ça manque d'épaisseur et que c'est un peu incohérent par rapport à l'histoire de la droite républicaine qui, encore une fois, en a tellement parlé, a tellement voulu réformer. Aujourd'hui, on est aux portes de pouvoir réformer et encore une fois, je le dis, elle n'est pas parfaite. C'est un projet de loi qui doit être amendé comme le font les mais dépêchez-vous là, parce qu'il reste oui, mais pour le faire, il faut pouvoir effectivement avancer, et notamment sur les bancs de l'Assemblée. On va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que là, on le disait tout à l'heure, on en a 10 000 encore à examiner, amendements. C'est pas simple. Voilà, moi je fais part de ma frustration. Redonnez-moi le chiffre, Carl. 10 000, Carl Olive, 10 700, on en est là. 11h26 ce jeudi, fin de l'examen du projet de loi demain à minuit. Il va falloir 10 753. 10 753. Vous voyez, il y a eu deux amendements depuis le début de l'émission. Deux amendements depuis le début de l'émission. Parce que en fait, on a un espèce de copier-coller ou un amendement. Vous n'allez jamais y arriver, il n'y aura jamais de vote. Moi, j'ai du mal à y croire. Enfin, il faudra bien voter au moins la première partie du texte sur les recettes. C'est un peu technique, mais si on ne peut pas envoyer le texte au Sénat, sinon ce sera, à mon avis, même inconstitutionnel. Mais quand même, un tout petit peu je pense, il y a un tout petit peu d'histoire. Pourquoi on n'a que 2 semaines pour débattre ? Parce que le gouvernement a choisi une procédure où on n'a que 2 semaines pour débattre. Et vous pouvez encore, chers collègues, réouvrir les débats. On reviendra la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. On sera là. Et on viendra débattre si vous nous laissez un peu plus de temps pour débattre. Et on votera l'article 7. La semaine prochaine, l'Assemblée nationale sera en vacances. La semaine prochaine, c'est fermé. Et il a été fait le choix de donner que 2 semaines pour débattre. C'est quand même un peu dommage sur un texte aussi important. Stéphane Viry rappelait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu véritablement de grandes conférences sociales, de travail, de consensus, de concertation, en tout cas au-delà des consultations un peu formelles des syndicats juste avant le texte. Il avait raison de le faire. Peut-être que l'Assemblée nationale aurait pu au moins prendre le temps d'un débat véritablement complet. Moi, je regrette que ce ne soit pas le cas parce qu'encore une fois, moi je vous le dis, je ne fuis pas mes responsabilités. Je souhaite qu'il y ait des votes sur ce texte. Et si on est battu, très bien. Mais on verra bien. Je ne suis pas absolument certain, quand j'entends certains collègues sur lesquels la majorité compte s'appuyer, que ce serait le cas. Donc j'aimerais bien qu'on ait ce moment de vérité à l'Assemblée nationale. Un mot, Stéphane Viry, puis ensuite petite pub mais vous savez, des carrières longues. Il ne faut pas oublier la configuration politique et parlementaire. On a un gouvernement qui ne repose que sur une majorité relative. Oui. Il lui appartient de trouver une majorité texte par texte. Moi, je suis un député qui travaille dans un groupe d'opposition. J'attends que le gouvernement fasse un pas par rapport à mes attentes. Le gouvernement ne l'a pas fait pour l'instant. Écoutez, on parlait tout à l'heure des 1 200 € bruts. Vous comprendrez qu'on reste sur notre faim. On parlait des carrières longues et des 43 années de cotisation. Alors là, je vais y venir. Attendez, on va y venir parce que c'est un peu ubuesque. Mais pour le moment, je n'ai pas les réponses. Donc, je ne peux pas savoir ce que je ferai in fine. La balle est dans le camp du gouvernement. Bien, il est 11h28. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Tiens, Valérie, qui est agent Pôle emploi à Paris, a envie d'intervenir. Nous allons lui donner la parole, évidemment, 11h29. Il est 11h31. Bien, alors, le vote donc du projet de loi n'est pas acquis. Vous parliez de faire passer l'article 8 avant l'article 7, Stéphane Viry, parce que là, alors, expliquez-nous et expliquez à nos auditeurs, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est une possibilité qui appartient au gouvernement de demander l'appel de l'examen de certains articles
sans respecter l'ordre du texte. Ça se fait usuellement. Nous, on considère que sur ce sujet-là, puisqu'on considère que la durée de cotisation doit savoir primer sur l'âge légal, l'article 8, on souhaite effectivement, pour la clarté des débats et pour la sincérité... Qu'on parle de la durée de cotisation. Alors, la durée de cotisation, il y a quand même, c'est un peu ubuesque, Carl Olive. Je regardais, durée de cotisation. Si je commence à travailler à 14 ans, je pourrais partir à la retraite à 58 ans, 44 ans de cotisation. Si je commence à 15 ans, je partirai toujours à 58 ans, mais je ne cotiserai que 43 ans. Pas normal. Si je commence à 16 ans, je partirai à 60 ans, donc 2 ans plus tard, et je cotiserai 44 ans. Si je commence à 17 ans, je partirai à 60 ans, mais je ne cotiserai que 43 ans. Si je commence à 18 ans, je partirai à 62 ans, mais je cotiserai 44 ans. Et si je commence à 19 ans, je partirai à 62 ans et je ne cotiserai que 43 ans. Là, expliquez-moi quand même. Le sujet, c'est que finalement, on a un certain nombre aujourd'hui de personnes qui seront en retraite. C'est autant de cas individuels. Et moi, je le dis, c'est autant de cas individuels, quasiment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas garder simplement 43 ans de cotisation? Mais il y a des choses qui vont... 43 ans de cotisation, mais il y a des choses qui vont changer sur le sujet. Mais je pense que, pour le coup, je pense que ce serait mentir, parce que vous avez parfaitement fait la démonstration, Jean-Jacques Bourdin. Effectivement, c'est autant de cas différents selon la singularité, la trajectoire des personnes qui vont être en retraite et par rapport à leur longue carrière. Mais il faut qu'on assume ça. Il faut que nous assumions ça. De la même manière, on n'est pas tous d'accord sur la fin des régimes spéciaux. Pour autant, la pénibilité... Il y a un sujet que j'ai pas entendu venir, je vous donne un tout petit exemple. Aujourd'hui, être enseignant est bien plus compliqué que enseignant j'allais dire à votre époque, Jean-Jacques Bourdin, mais à la mienne aussi, on fait pas mais à mon époque, mais c'était il y avait un peu plus de respect à la discipline et c'était un peu plus simple. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des pathologies chez les enseignants, c'est de la pénibilité. Et c'est de la pénibilité. Mais c'est pas pris en compte. Pardon. Mais ça, bien sûr que ça sera pris en compte. Attendez, vous avez réduit le nombre de critères. Non, Jean-Jacques Bourdin, ça sera pris en compte. Parce que régulièrement, il y aura des visites qui seront faites chez les médecins pour justement jauger à l'instant T pour savoir si effectivement pénibilité entraîne pathologie physique, psychologique. Mais ce serait mentir que de dire qu'il y a un cadre commun dans lequel on ne bouge pas. C'est faux. C'est presque de la dentelle. Bien. Alors sur justement les carrières longues, la durée de cotisation, Stéphane Viry, quelle remarque faites-vous? On ne peut pas admettre qu'on demande à certains de travailler 44 années. Alors que la norme nationale est de 43 ans. Donc on considère effectivement qu'il faut clarifier cela, ramener de la justice, un traitement similaire pour celles et ceux qui auront commencé à travailler avant 21 ans. Donc c'est la requête posée par un certain nombre de collègues, dont Aurélien Pradier, à laquelle je souscris, qui consiste à dire, pour les moins de 21 ans, enfin ceux qui ont démarré avant moins de 21 ans... 43 ans. 43 ans, point. Cessons effectivement de tergiverser, d'essayer de mettre des chicanes. Parce qu'effectivement, ça rend des situations individuelles injustes, ça complexifie le tout. Je vois pas quel est l'intérêt. Vous ne le faites pas parce que ça coûte plus cher, Carl Olive? Non. Oui. Non, c'est pas franchement, c'est pas ce prisme-là. C'est d'être le plus justement, paradoxalement, c'est d'être le plus juste par rapport à la trajectoire personnelle des uns et des autres. Est-ce qu'il est normal de certains vont cotiser 44 et d'autres 43, c'est normal ou pas? Moi, je comprends pas, c'est injuste. Ben, encore une fois, ça va dépendre de l'âge d'entrée dans la vie active. C'est ce que j'ai expliqué. Sans du tout ne pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais sur les exemples qui sont pris, il y a une proportion à la marge aujourd'hui de gens qui démarrent, disons-le, dans la vie active à 14 ans, à 16 ans, par rapport à ce qui pouvait se passer il y a une cinquantaine d'années. Oui, mais entre 18 et 19 ans, d'abord, ce sont plus nombreux. 18-19 ans, et il y a toujours la différence de la durée de cotisation. Eh bien, il y aura des sujets qui seront améliorés. Aurélien Taché. Non, mais moi je crois que tout ça révèle quand même une chose, c'est que cette réforme, elle est avant tout politique, que sur le plan social, le président de la République et son gouvernement, on n'y comprend plus rien. Depuis 2007, ça a changé dans tous les sens. Enfin, un coup c'était l'âge légal, c'était plus l'âge légal. La pénibilité, ils suppriment les facteurs en 2017. Maintenant, ça les réintéresse. Carl Olive nous parle même de la pénibilité des enseignants, ce que je trouve très bien, mais enfin bon, c'est quand même
assez orthogonal par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici. Donc il y a une impréparation, il y avait l'idée de faire une réforme politique pour pouvoir aller séduire l'électorat des Républicains et les Républicains eux-mêmes. Visiblement, l'opération séduction prend un peu l'eau. Donc voilà, c'est tout. À un moment, il faut être clair. Donc avoir des vraies solutions sur l'emploi des seniors, avoir des vraies solutions sur finalement comment on traite le travail dans ce pays avant d'avoir ce texte aurait été beaucoup plus logique, effectivement. Alors sur l'emploi des seniors, Valérie, justement, qui est agent Pôle emploi. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Moi, je viens de terminer une mission chez Pôle emploi. J'étais au service entreprise. Oui. Effectivement, nous, on constate que c'est les seniors et les jeunes diplômés qui, toujours en France, qui se retrouvent au chômage. Et moi, ma question, elle est simple, hein, c'est... Est-ce que dans cette nouvelle réforme, on va avoir ce qu'on appelle un quota obligatoire pour les entreprises pour garder les seniors jusqu'à 64 ans? Parce qu'on sait très bien que nous, à Pôle emploi, on a beaucoup de gens entre 57 et plus qui sont au chômage, donc qui sont virés des entreprises. Il faut dire la vérité, là. On ne les garde pas. Donc... Et qu'est-ce que comptent faire tous ces députés qui se mettent d'accord pour que quand même qu'il y ait un quota, pour qu'on oblige les entreprises... Vous êtes favorable à un quota, vous, Valérie, pour obliger les entreprises à maintenir les seniors en emploi? Oui, parce qu'on voit bien que dans le concret, dans les chiffres, les gens qui sont à Pôle emploi, il y a beaucoup de seniors. Oui. C'est la particularité de seniors. Attendez, parce que c'est intéressant votre expérience. De seniors qui ont envie de continuer à travailler. Oui, contrairement à ce qu'ont dit certains députés, là, je me permets, hein, sans parler de couleur mais dites-nous, vous, les seniors, ils veulent travailler 64 ans, mais la vraie question, les entreprises ne les gardent pas. Les seuls seniors qui ont plus de 60 ans, ils sont dans les COMEX, je veux dire les comités de direction, mais dans le concret, dans l'opérationnel, à bon d'un moment, il y en a de moins en moins. Donc, très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait concrètement là-dessus? Et puis, j'avais une deuxième question. On parle des régimes spéciaux, mais vous savez, moi, j'étais 12 ans journaliste avant de travailler à Pôle emploi. On a un régime spécial, comme l'Assemblée nationale, un régime spécial, comme les sénateurs. Parce que c'est bien beau de faire la réforme, mais il faut balayer aussi devant sa porte. Ça veut dire, est-ce qu'on va réformer une grande partie de ces régimes spéciaux qui coûtent cher et qui on n'a pas... Mais le régime spécial des journalistes, ça n'existe pas, Valérie. Hein, non, mais ce que je veux dire, vous savez, l'abattement qu'on a... moi je suis pour la suppression, mais quand je dis ça, on va dire, je vais pas me faire aimer, mais enfin bon, je m'en fous. Non, mais complètement, mais vous avez raison. Mais vous savez, l'abattement. Le Sénat a un régime spécial. Oui, bon, l'Assemblée nationale, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué, hein, Valérie. Depuis 2019. Mais je rejoins ce que dit Valérie à juste titre. Moi, je suis favorable, à titre personnel, à ce que ce soit qu'on durcisse effectivement l'obligation faite aux entreprises de pouvoir continuer naturellement à faire travailler les seniors et de pas, entre guillemets, les mettre à la porte ou les voir sortir avec une rupture conventionnelle, par exemple, pour pouvoir recruter. Vous êtes favorable à une forme de quota, quoi. Je suis favorable. Dans ce pays, plus que de l'incitation. Jean-Jacques Bourdin, dans ce pays, on voit très bien que, mais c'est notre culture, le français ne comprend pas quand c'est une incitation. On l'a vu par exemple avec les raffineries. On l'a vu avec les raffineries, avec la manière dont ça s'est passé dans nos stations essence où on était en rupture de stock, parce que Total n'a pas fait ruisseler l'argent. Moi, j'aurais aimé que l'argent puisse descendre effectivement à celles et ceux qui le méritent. Je le dis très clairement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que globalement, la moyenne européenne de l'employabilité des seniors, elle se situe à 60,5%. Nous, on est à 60,5%, en Europe, c'est 55,9%. Ça va mieux, mais il faut aller encore plus loin. Donc, des mesures coercitives. Mais pour cela, la première étape, Jean-Jacques Bourdin, l'index senior, ce tableau de bord, il n'a pas été voté. Plutôt dans le bon sens. Et les organisations syndicales, comme la CFDT, il était favorable. Et je ne dis pas que ça suffit. Aurélien Taché, vous êtes favorable à des mesures coercitives? Oui, moi je trouve que soyons simples. Vous entendez ce que dit Valérie? Elle propose un quota, c'est très bien. La première l'auditrice, la première discrimination aujourd'hui dans l'entreprise, c'est l'âge, de très très loin. C'est vraiment la première des discriminations. C'est le président du groupe d'études des discriminations à l'Assemblée qui vous le dit. Donc effectivement, il faut des mesures radicales. Pourquoi on n'a pas voté cet index? Parce que Stéphane Viry l'a dit tout à l'heure, c'était cosmétique, c'était un alibi. Moi, je voulais proposer par exemple des sanctions financières assez importantes pour les entreprises qui n'auraient pas respecté. Oui, je l'ai fait. Mais après, on a vu comment les débats évoluaient, on a vu que finalement, ça n'allait pas du tout être retenu. Et si on avait eu cette mesure ou une proposition de ce type, une loi sur le travail en gros, qui proposait des mesures un peu contraignantes dans cette forme
réforme-là, on n'aurait même pas besoin de discuter de l'âge légal. On n'aurait même pas besoin de discuter de l'âge légal, on aurait équilibré nos systèmes de retraite avec l'emploi des seniors. Oui, mais je suis pas sûr qu'à LR on soit très favorable à des mesures contraignantes. Non, c'est pas forcément notre approche. Oui, c'est pas forcément, c'est pas du tout votre approche. De la gauche, c'est pas grave. On est effectivement davantage dans des mesures renforçant l'activité des seniors en entreprise, mais surtout leur permettant probablement de partir en sifflet de façon progressive. Si on demande à des salariés de travailler un peu plus longtemps, il faut néanmoins qu'ils puissent peut-être avoir déjà la deuxième partie de leur vie qui puisse se faire tout en restant sous le contrat de travail. La retraite progressive, elle doit progresser. C'est un des exemples. Nous avions 32 propositions sur l'emploi des seniors. Après, moi, je trouve que le témoignage de votre auditrice est éloquent. Effectivement, un index, c'est pas crédible par rapport à l'enjeu de la question. Mais évidemment, on n'est pas sur la loi sur le travail, elle arrive dans les prochaines semaines à l'Assemblée. Il aurait fallu la mettre en amont. Et c'est à ce moment-là où effectivement on va pouvoir reparler des droits et des devoirs, la réciprocité. La loi sur le travail, qui est à mon avis fondamentale par rapport à notre pacte social, par rapport au contrat social, il eût été nécessaire de la mettre en amont. Parce que les retraites ne sont qu'une conséquence du travail. Et on aurait pu, me semble-t-il, effectivement, débattre dans un tout autre cadre, beaucoup plus prospectif par rapport au pays. On a mis effectivement les choses à l'envers, et je le dis, il n'y a pas, dans les 2 ans qui viennent, d'urgence budgétaire s'agissant de notre système de retraite. Qu'il y ait une impasse dans les années à venir en raison de la démographie, oui, et c'est la raison pour laquelle il faut une réforme. Mais on aurait pu effectivement décaler cet examen de la réforme. Il n'y a pas d'urgence, il n'empêche que l'État finance. Oui, enfin. Pardon, mais l'État finance le déficit de certains régimes. Hein. Vous le dites, Jean-Jacques Bourdin. Mais vous le dites, Jean-Jacques Bourdin, c'est ça le sujet, c'est que l'État ne veut moins financer le régime des retraites. C'est ça la réalité. Le Conseil d'orientation des retraites dit, à effort constant de l'État, avec la baisse des pensions de fonctionnaires, il n'y a pas besoin de réforme des retraites. Non, mais attendez, il n'y en a un que si l'État se désengage. Mais le Conseil d'orientation ne prend pas en compte les efforts que fait déjà l'État pour revenir en aide aux caisses de retraite qui sont en déficit. Peut-être que c'est. Vous voulez que je donne des exemples, vous les connaissez. Non, mais bien sûr, mais moi je suis plutôt favorable à ce que l'État finance une partie de la protection sociale. Je préfère ça que ça finance les baisses d'impôts de production que M. Olive et sa majorité défendent. Je vais vous dire, aujourd'hui, on est l'un des pays où la durée hebdomadaire de travail est la plus faible. C'est un constat, c'est factuel. Et le pays le plus productif aussi. Deuxièmement, on est un des pays où aujourd'hui il y a moins de fécondité. Vous faites ça. On additionne au premier puis au deuxième, c'est pas le système des retraites qui va être en péril, c'est le système de la sécurité sociale. Et à un moment donné, on peut pas se pincer le nez et regarder ailleurs. Oui, l'État, tous les mois, met plusieurs milliards pour pouvoir équilibrer les comptes des retraites. Et le corps, excusez-moi, qui n'a pas pris en compte d'ailleurs cet aspect des choses. Parce qu'on va être tranquille jusqu'en 2030, il faut rien faire, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Augmentons l'emploi des seniors, on l'a dit tout à l'heure. Et ça suffirait. On a quelques années pour le faire. C'est près de 20 milliards. Après, j'ai aussi fait partie de l'opposition. Quand on est dans l'opposition, c'est le FC, il n'y a qu'à Faucon. Il aurait fallu faire ça avant. Et après, c'est pas Stéphane Viry qui va me contredire encore une fois sur les réformes des retraites voulues et mises en place à l'époque par les LR. Ça n'a jamais été simple. Parce qu'on sait que ce sont des réformes qui sont impopulaires. Mais il faut avoir le courage de les faire. Il y en a beaucoup qui parlent. Puis il y a ceux qui essayent d'agir. C'est pas simple. Et tout ça doit être amélioré. Bien, il est 11h45, midi moins le quart, le temps passe vite parce que c'est passionnant. À tout de suite. Bien, il est 11h48, on n'a pas parlé de Si, on a un peu évoqué la pénibilité, mais je voudrais que nous revenions sur les femmes maintenant. Est-ce que les femmes sont les victimes de cette réforme des retraites? Oui ou non? Aurélien Taché, pourquoi? Vous dites oui, pourquoi? Je vous dis oui parce que d'abord les ministres eux-mêmes l'avouent. Franck Lester nous a dit que effectivement cette réforme allait un peu plus pénaliser les femmes en allongeant comme ça l'âge légal sans toucher véritablement aux mesures d'égalité professionnelle. Vous accentuez une fracture qui était déjà là avec des femmes qui travaillent déjà plus longtemps en raison des carrières hachées et autres. Et aujourd'hui rien ne répond à ça et en allongeant l'âge légal vous amplifiez ce phénomène. Bien, Aurélien Taché. Alors, on parlait, je vais faire un rapport, on parlait de l'index senior et du travail des seniors. On ne met pas de coercition, pour l'instant. On verra plus tard. Pour les femmes, il y a aussi une obligation dans les entreprises, une obligation salariale, une obligation. Il n'y a pas de coercition non plus. Non. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux ? Moi, je suis favorable. Non, mais égalité salariale homme-femme dans les entreprises, obligation.
Après, c'est établi que les femmes ont des carrières plus compliquées, plus hachées. Donc, comme la retraite n'est que la répercussion de la carrière et de la trajectoire, il est évident que les femmes seront davantage impactées. Donc elles sont victimes de cette réforme. Surtout elles sont surtout non traitées par cette réforme. Voilà. Il eût été nécessaire, selon moi, de fixer les règles simples. On sait qu'elles doivent partir à 67 ans sans décote. Elles sont maltraitées par cette réforme. En tout cas, elles ne sont pas traitées. Donc ça aggrave le problème. Elles ne sont pas traitées. Donc... Non, c'est pas vrai. Il y a une prise en compte qui n'était pas le cas jusqu'à présent, notamment par rapport aux grossesses et aux trimestres qui seront naturellement octroyés. C'était pas le cas. Demain, avec cette réforme, les femmes partiront avant les hommes, et ça n'est que justice. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les femmes partent tard à la retraite. Les femmes partent tard. Après, Jean-Jacques Bourdin, moi je souscris à ce que vous dites. Je pense qu'il faut, dans le cadre du travail, alors ça sera vraisemblablement dans la prochaine loi qui viendra à l'Assemblée et au Parlement, il nous faut imposer bien plus, peut-être durcir cette égalité homme-femme sur le rehaussement d'un certain nombre de salaires. Ça commence à le faire, et on peut dire, je crois ici partager, que l'ensemble des collègues y sont favorables, que ce gouvernement depuis 2017 a fait son œuvre sur ce sujet. C'est pas encore parfait, encore une fois, mais ça va effectivement dans ce sens, au même titre que moi je peux pas laisser dire que les femmes sont la gente féminine et le parent pauvre de cette réforme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est exactement le contraire. Après, on n'est pas à l'abri, évidemment, parfois d'une maladresse. Ça arrive à tout le monde. Et encore une fois, il faut le reconnaître et puis repartir de là. On a un désaccord d'analyse, mais ça, les auditeurs jugeront. Mais quand même, moi, je voudrais dire quelque chose, parce que ça fait plusieurs fois, Carl-Olive, que vous nous parlez de cette loi qui va arriver. Vous êtes encore en train de susciter beaucoup d'espoir. Vous parlez d'un meilleur partage de la valeur. Vous parlez de mesures coercitives pour les seniors. Vous parlez de l'égalité professionnelle. Attention à tenir les promesses, parce qu'on vous entend sur les plateaux, vous et vos collègues, un peu partout depuis 2 ou 3 semaines, nous dire vous allez voir, c'est dans la prochaine loi, c'est promis, il n'y aura que des choses absolument fantastiques. Si c'est comme les 1 200 €, ça va être la double peine pour les Français. Donc on est vraiment attentif à ce que ce texte arrive et à ce qu'il contiendra. On a le droit aussi de s'exprimer à titre personnel. Moi, je ne suis pas le porte-parole du... Vous n'êtes pas le premier à le faire. Non, mais c'est peut-être parce qu'il y a peut-être un peu de cohérence, et franchement, quand on vient du terrain et qu'on passe beaucoup de temps dans les circonscriptions comme nous autres autour de ce studio, on a des remontées qui nous paraissent cohérentes. Et moi, je suis de ceux qui suis pour la réciprocité entre les droits et les devoirs. Sur le terrain, on rencontre des personnes qui ont l'âge de partir en retraite, qui continuent à travailler et qui nous disent on s'épanouit sur le travail, on sait qu'il faudra continuer à travailler un peu plus, parce que notamment on voit ce qui se passe sur le vieux continent, dans l'Europe quasiment entière, le temps de départ à la retraite c'est 65 ans, à une condition, c'est que celles et ceux qui continuent à avoir un intérêt à rester chez eux plutôt que d'aller travailler, ces personnes-là puissent effectivement se mettre en branle pour aller travailler. Ça, c'est des retours concrets que nous avons sur le terrain. Et c'est pas un épiphénomène, je vous garantis. Sur le marché ce week-end... la loi travail, cette fameuse loi travail, elle doit arriver quand au printemps ? Prochaine semaine. Au printemps. Elle est très importante. Hein. Oui. À la limite, c'est vrai la remarque. Peut-être qu'il aurait mieux valu une loi travail avant cette loi sur la réforme des retraites. Oui, c'est vrai. Oui, alors d'accord. C'est vrai. Bon, c'est pas non, mais c'est vrai, mais bon. C'est pas vraiment la même philosophie que celle que vous expliquez depuis tout à l'heure. Toute notre protection sociale en France est adossée au travail, puisqu'elle est financée par de la cotisation sociale. Mais évidemment. Donc plus il y aura un volume de travail majeur dans ce pays, plus la protection sociale sera financée. Évidemment. Et y compris la retraite. Donc effectivement, ce calendrier est baroque et politiquement incongru. Non, mais il faut peut-être expliquer aussi aux collègues de M. Taché que le droit à la paresse, oui, mais après le boulot. Moi, je ne défends pas ça. Moi, je défends. Madame Rousseau, la gauche a toujours défendu. C'est votre groupe, une partie de votre groupe. Après, Sandrine Rousseau a le droit d'avoir ses expressions. Oui. Mais moi, j'ai toujours défendu, comme tout le camp de la gauche dans l'histoire de ce pays, la lutte contre l'exploitation humaine. Nous, on aime le travail, mais le travail qui est épanoui, le travail qui est digne. Donc, ça n'est absolument pas contradictoire avec le fait de prôner, par exemple, une réduction du temps de travail ou quoi. On veut que les gens puissent effectivement se sentir bien dans leur travail. Une réduction du temps de travail. Je pense que le partage du travail est une manière de faire baisser le chômage dans ce pays et d'avoir un travail qui est épanouissant et qui permet aux Français de s'y sentir bien. Là, dans le débat, c'est vous qui parliez de revenir sur les 35 heures. Mais vous ne parlez pas de réduire le temps de travail. Non, revenir sur les 35 heures, c'est augmenter le temps de travail. Bon, on sait très bien qu'il faudra faire un effort. Il faudra faire un effort compte tenu des données démographiques pour financer notre système de retraite.
Est-ce que c'est pas plus intéressant pour les Français de travailler peut-être 2 heures de plus par semaine pour partir 2 ans plus tôt? Là, concrètement, le gouvernement... 37 heures de travail par semaine et on part à 62 ans. Écoutez, pendant 2 heures de plus, pendant toute votre carrière, vous cotisez davantage, donc vous apportez votre contribution. C'était une solution. Au financement. Et ça, on n'a pas pu l'étudier parce qu'effectivement, on nous a mis ce projet de loi tel qu'il est ficelé, sans émettre la question de la place du travail dans notre société. C'est bien dommage. Moi, je n'y suis pas favorable, parce que historiquement, encore une fois, la gauche a toujours défendu la réduction du temps de travail, et elle a raison, parce que c'est en partageant le travail aussi qu'on fait baisser le chômage. Donc il y avait d'autres manières de faire. On a parlé de l'emploi des seniors, on a parlé de plusieurs solutions qui auraient permis finalement d'équilibrer le système de retraite sans allonger la durée d'âge légal. Donc non, ça n'est pas cette solution qui aurait eu... Carl Olive. Mais le sujet, c'est que ça nous a quand même bien cassé un certain nombre de systèmes dans ce pays, le passage aux 35 heures. Je connais bien le système hospitalier. Allez dire dans nos hôpitaux comment ça se passe aujourd'hui, ça nous a cassé ce système. Et c'est en partie, je rejoins ce que dit M. Viry, c'est aussi en partie parce que du jour au lendemain, un claquement de doigts, 39 à 35, sans voir les conséquences d'efficacité que nous pouvions avoir sur le sujet. Et puis juste quelque chose, ne le prenez pas pour vous parce que je sais que c'est pas forcément votre lecture, Aurélien Taché, mais franchement, quand moi j'entends et les filles, donc vos collègues de la NUPES, laisser entendre que, et je cite, que tous les patrons sont des salopards et que tous les employés sont des esclaves, franchement, non, moi je ne suis absolument pas là-dedans. Comment, mais pour reprendre votre définition de la gauche sociale, comment peut-on derrière pouvoir encaisser ça lorsque dans ce pays, justement, on bosse la moins... gauche est divisée comme la droite est divisée, comme la gauche est divisée. D'ailleurs, ces débats montrent un peu, c'est intéressant parce que ces débats montrent la division. Alors, non, mais je voulais vous dire quand même quelque chose, Jean-Jacques Bourdin, et je rends César ce qui vous appartient, c'est que c'est la deuxième fois que je viens ici partager avec des collègues qui ne sont pas de la même sensibilité politique, mais au moins on a un intérêt, c'est le pays, et on peut le faire. On peut le faire. Et ici, c'est constructif. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Et on peut le faire. J'y tiens. Hein. Voilà. Et à l'Assemblée, ce serait sympa qu'on puisse. C'est vrai que c'est un peu plus calme qu'à l'Assemblée nationale. Mais je ne me laisserai pas dire que ce serait uniquement la faute de la NUP. Franchement, balayons chacun devant notre porte, parce que la tension, elle est de tous les côtés. Moi, je suis assis pas loin des collègues de la majorité. Faut voir ce qu'on peut entendre aussi comme nom d'oiseau. Donc voilà. Vraiment, je pense que tout le monde est un peu responsable. Depuis 8 mois, chaque fois qu'il y a eu. Je sais que c'est ce que vous pensez, Carl Olive, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Assassin, rescapé. Merci Carl Olive, merci pour vous, Stéphane Viry, merci Aurélien Taché, c'était passionnant. Hein. J'aimerais que tous les échanges soient comme ça parce que c'est constructif et que ce sont les Français. C'est un service que nous devons rendre aux Français. Il est 11h57.